Pour moi, l'évidence n'existe pas. Et pourtant, être féministe, faire du bénévolat, voter lors de chaque élection, ne pas boire d'alcool, parler plusieurs langues, jouer de plusieurs instruments, ça me paraît évident. Pourquoi ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour vous? Et s'il y a autant d'évidence que d'individus, alors comment se comprendre et comment se respecter? Pour moi, l'évidence n'existe pas car, en tant que jeune femme, métisse, croyante, on m'a souvent sollicitée pour répondre à de grandes questions sur la société, sur les relations humaines ou encore sur l'actualité politique, en pensant que j'aurais forcément une réponse. Je vous donne quelques exemples. Dis-moi, il y a beaucoup de couples mixtes dans ton entourage. Quel est le secret pour qu'ils soient encore ensemble aujourd'hui? Ou tu dis que tu es féministe, mais comment tu peux être féministe si tu es croyante? Waouh! Si j'ai toujours apprécié jouer le rôle de porte-parole d'un groupe, là, ça faisait beaucoup de monde à représenter. Les couples mixtes, les croyantes, les féministes. Et bien souvent, je ne savais pas quoi répondre à ces questions, puisqu'à mes yeux, elles n'ont rien d'évident. Alors, ce que j'ai essayé de faire plusieurs fois, c'est de reformuler la question. Et ça pouvait donner quelque chose de loufoque, comme si j'ai bien compris, tu me demandes pourquoi je suis moi et comment je peux l'être, c'est ça? En grandissant, je me suis dit que si mon entourage multiculturel et multiconfessionnel qui vit en paix attisait autant de regards et de curiosité, c'est que ça n'était pas évident pour tout le monde. Et les gens qui me posaient ces questions espéraient ainsi que je puisse justifier ce qui pour eux n'était ni compréhensible, ni évident. Alors vous me direz, comment connaître nos évidences et celles des autres, et surtout à partir de cela, comment mieux vivre ensemble? Si nous naissons toutes et tous libres et égaux, en dignité et en droit, dans les faits, les inégalités persistent. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager dans le bénévolat. J'avais 16 ans, je n'avais pas de projet précis, mais je souhaitais aller vers les autres. Et pour que cette rencontre ait du sens, il fallait qu'elle ne repose pas sur un contrat matériel. Je souhaitais me rendre disponible, et cela gratuitement. J'étais alors en Tunisie et je possédais un super appareil photo. Un de ces appareils photo qui rendra toujours votre moment magique. Du moins, c'est ce que la publicité annonçait. J'ai rejoint une amie qui est membre de l'association des étudiants de médecine de son université et qui accompagnait chaque semaine des enfants handicapés lors d'une sortie équestre. Je l'ai donc suivie lors d'une de leurs sorties et j'ai tâché d'être la photographe du jour et de capturer les instants de complicité entre les enfants et les bénévoles. Et le résultat a été déterminant. Tout d'abord, les enfants et les bénévoles ont été ravis d'obtenir de superbes portraits. La publicité ne mentait donc pas complètement. Et cette expérience a été très positive pour moi. Pourtant, j'ai mis du temps avant de la nommer comme telle, ma première expérience en tant que bénévole. J'ai mis du temps car pour moi, prendre des photos, ça n'avait rien d'héroïque. Je n'avais pas sauvé de vie, je n'avais pas lutté pour une cause. J'étais allée vers les autres. J'avais rejoint le monde de la solidarité le temps d'un après-midi, monde dont je ne me suis pas vraiment éloignée finalement. Alors, quoi de mieux que l'engagement bénévole pour découvrir ce qui est important pour les autres, mais aussi pour nous, car c'est bien là l'enjeu, essayer de se connaître soi-même. Et c'est finalement cette expérience qui m'a ouvert la voie vers ce qu'il y a de plus important pour moi aujourd'hui, la notion d'engagement. L'engagement dans un groupe, l'engagement pour une cause, l'engagement pour ce qui a du sens pour moi. Et le bénévolat était la meilleure façon de s'engager. Après, si ce que je fais gratuitement, tu ne le ferais que si tu es payé, est-ce que cela fait de toi quelqu'un de moins engagé?
La réalité est que nous avons tous des projets de vie différents et des combats à mener. L'important est de se lancer, d'oser, de tenter, d'essayer, de s'engager pour trouver ce qui a véritablement du sens pour nous, de connaître nos évidences et d'en découvrir d'autres. J'aimerais désormais vous emmener en Irlande, où d'autres rencontres m'ont éclairé sur nos évidences, nos acquis et les manières de nous engager. Là-bas, j'ai rejoint un collectif féministe. J'ai découvert des revendications qui ne m'avaient pas suivies dans ma vie quotidienne, telles que la lutte pour le droit à l'avortement. J'ai surtout rencontré des femmes inspirantes, solidaires, et qui proposaient un modèle de dialogue que je trouve juste et inclusif, puisque les membres de ce collectif faisaient preuve d'une grande bienveillance à l'égard des luttes que chacun, chacune souhaitait porter. J'ai eu la chance d'échanger avec la leader de ce collectif, qui m'a expliqué que l'organisation de l'équipe ne devait pas être sous-estimée par rapport à la cause qui réunissait tous les membres. Je me souviens une fois lui avoir demandé « Mais comment vous faites avec autant d'idées et de revendications différentes ?» Elle m'a répondu « Tu ne changeras pas le monde avec des idées. Les gens ont tous des idées, et c'est très bien. Tu changeras le monde avec des actrices et des acteurs porteurs du changement. » Et c'est là que j'ai compris que finalement, toute cette histoire d'engagement ne repose que sur de l'humain, des individus qu'il faut savoir gérer avec leurs évidences. Cependant, tout n'est pas rose dans le monde de la solidarité, car si bien souvent les membres du groupe se rejoignent sur la cause à défendre, l'égalité par exemple, les priorités et les moyens d'action à mettre en œuvre pour y parvenir peuvent varier d'une personne à une autre. Et c'est là qu'entre en jeu le choc des évidences. Et on peut obtenir un schéma avec d'un côté les radicaux, de l'autre les modérés. Les radicaux pour lesquels il faudra être visible dès aujourd'hui et éventuellement avoir recours à la violence si nécessaire. De l'autre côté, les modérés, eux, vont chercher à s'unir avec d'autres groupes qui nous ressemblent afin d'être plus forts, ensemble. Mais c'est aussi, d'un côté, les pragmatiques et de l'autre, les inspirationnels. Les pragmatiques pour lesquels il faudra se concentrer sur comment agir et avoir un impact dès aujourd'hui. Les inspirationnels qui, eux, auront besoin d'un objectif, d'une mission qui s'inscrit dans le long terme et répond à la question « Pourquoi sommes-nous réunis ?» Alors, avec cette diversité d'évidences, il faut savoir jongler et essayer d'établir une stratégie commune, puisque nous nous inscrivons tous dans une seule et même réalité. Enfin, si le bénévolat peut être une solution pour aller vers les autres, les évidences culturelles peuvent parfois constituer des défis qu'il faut essayer de relever. Et pour distinguer ces évidences culturelles, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas besoin de métissage ou encore de choc des générations. Il y a juste besoin de deux individus confrontés à une seule et même réalité. En grandissant, on a tous expérimenté ça. Ce qui est évident pour notre entourage devient énigmatique, voire parfois incompréhensible. Je pense par exemple aux valeurs, aux goûts, aux logiques diverses qui viennent prouver que l'évidence unique n'existe pas. Et pour comprendre les étiquettes que l'on distribue volontiers autour de nous, quoi de mieux que d'essayer d'analyser ce qui se passe chez nous, sous notre toit?
Engager le dialogue avec ceux dont nous sommes proches peut parfois s'avérer plus complexe que d'aller à la rencontre de parfaits inconnus. L'idée est donc d'aller vers nos exotiques semblables. L'expression vient d'une grande voyageuse qui s'est rendue de Paris à Pékin à pied et que je suis allée écouter récemment. Et en l'entendant, je me suis souvenue d'une sacrée expérience que j'ai vécue comme l'un des plus gros chocs, des évidences de ma vie, avec deux individus dont je suis pourtant très proche, mes parents. Voici donc l'histoire d'un rendez-vous raté. Pour vous la raconter, j'aimerais que vous vous mettiez à ma place et que vous essayiez de répondre à cette question. Que fait-on lorsqu'une personne que l'on ne peut pas joindre nous attend dans un aéroport et que l'on se trouve dans un autre? J'ai bien précisé que l'on ne peut pas contacter la personne. Et c'est donc là qu'entre en jeu le superbe choc des évidences. J'ai vécu cette situation et pour m'en sortir, j'ai décidé de faire appel à une personne médiatrice, ma mère, qui m'a conseillé de me rendre dans l'aéroport de rendez-vous car c'est bien là que j'étais attendue. Faire appel à une personne médiatrice a été une très mauvaise idée. Car au lieu de suivre mon fil d'évidence, je me suis perdue dans une situation qui pour moi n'avait aucun sens, mais qui pour d'autres répondait à une certaine logique. Et donc forcément, si c'était logique, il fallait que je le fasse. La personne qui devait venir me chercher étant mon père, j'étais persuadée qu'une fois arrivé dans l'aéroport de rendez-vous, il aurait bien vu que mon vol n'était pas annoncé et que je m'étais trompée. J'avais très peu de temps pour prendre ma décision. Et comme c'était d'un côté mon père, de l'autre ma mère, il n'y avait pas un avis plus légitime que l'autre. Donc, naturellement, j'ai suivi l'avis de la seule personne avec qui j'étais en communication. Alors, qu'est-ce que ça a donné concrètement? J'ai fini par retrouver mon père après quelques heures, moi essayant de me rendre dans l'aéroport de rendez-vous, lui essayant de se rendre dans l'aéroport où j'étais véritablement arrivée. Nous nous sommes retrouvés à mi-chemin entre les deux aéroports. Et là, au moment où je monte enfin dans la voiture de mon père pour rentrer à la maison, j'ai le droit à deux questions. Vous imaginez l'ambiance tendue? Premièrement, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Puis, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison par tes propres moyens? Bonne question. Puisque c'était ce qui lui semblait évident à faire, et à moi aussi. Deux aéroports, la mère, le père, l'art de suivre deux fils d'évidence. Dans les temps de crise, c'est souvent évidence contre évidence, et il faut éviter de tomber dans le piège. Moi, je suis tombée dedans. Car si j'ai réussi l'analyse, je n'ai pas osé la suivre jusqu'au bout. Quiproquo, manque de communication, certainement. Mais ce qui ressort le plus dans cette histoire, c'est bien que nos évidences peuvent engendrer des tensions, voire des conflits qu'il faut bien essayer de résoudre. Et le défi est de taille lorsqu'il s'attaque à nos évidences personnelles. Ah, les expériences de vie avec nos proches sont plus fascinantes qu'on ne le croit. Alors, allez-y, foncez. Essayez dès maintenant de décrypter avec quel regard vos proches voient la réalité. Ça vous évitera bien des conflits. Si à plusieurs reprises, je me suis sentie obligée, forcée d'essayer de comprendre ce qui m'entoure, de cerner leur logique pour ne pas juste les juger,
Si j'y arrive, vous pouvez le faire. Connaissez vos évidences, questionnez-les pour ensuite mieux appréhender celles des autres. Nous sommes toujours plus habiles et diplomates que nous pensons pouvoir l'être. Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand j'étais plus jeune, je souhaitais devenir funambule. Au fond, marcher sur un fil pour se rendre d'un point A à un point B, rien de plus difficile, n'est-ce pas? Cela demande beaucoup d'entraînement et une certaine agilité. Pourtant, ce fil, c'est aussi le moyen le plus direct de se rendre au point B. Et c'est possible. Alors, à la question qu'on m'a posée en venant ici, quelle est ta vision d'avenir? Je répondrai, une société de funambules. Voilà ma vision d'avenir. Une société où l'on ose aller directement vers l'autre, parler avec l'autre plutôt qu'à la place de l'autre sous prétexte que l'on imagine savoir comment l'autre raisonne. Une société où l'on essaie d'aller vers l'autre pour mieux le comprendre et mieux vivre ensemble, dans le respect. Ce n'est pas l'option la plus simple, mais cela permet d'éviter de distribuer des étiquettes, des catégories et de se prêter des identités meurtrières. Osons donc remettre en question nos évidences et nous vivrons mieux, ensemble, en paix. Alors, finalement, tout ce que j'ai dit, c'était évident, non ?